Ce soir, à l'émission, les meilleurs films en salle en prévision du Gala Québec Cinéma. Là, on parle des 7 meilleurs films de l'année. Et l'Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides tient son premier congrès. Il y a quand même 7,4 % de la population qui a un handicap, une limitation visuelle. En entrevue, je reçois Isabelle Gagné, récipiendaire du prix du Calque Artiste de l'année dans les Laurentides. Je me suis intéressée à tout ce que pouvait apporter Internet comme médium d'art. Je m'entretiens également avec Linda Pedrosa à propos de la collecte de cadeaux de Noël pour elle. On aide beaucoup au niveau de l'estime de soi, la reprise de pouvoir sur leur vie. Enfin, Mélanie Saint-Laurent nous met en appétit en prévision des veillées festives du Petit Théâtre du Nord. Naviguer l'incroyable, où on parle de l'eau, les cours d'eau, les rivières, et surtout notre rapport à ces fameux cours d'eau qu'on a un peu oubliés. Bienvenue à Accès local. Jeudi 21 novembre 2024, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Le 8 décembre prochain, Clara, se tiendra le Gala Québec Cinéma qui récompense le meilleur du cinéma québécois. Et les résidents des Basses-Laurentides auront l'occasion de revoir certains des films qui sont en nomination. Oui, Claude, c'est dans le cadre du Sprint Gala, un programme de Québec Cinéma qui existe depuis 8 ans maintenant et qui vise à remettre en circulation les films nominés pour les risques du meilleur film. Les semaines précédant le gala, donc ça donne l'occasion aux personnes ayant manqué un film de le visionner en rattrapage et d'être à jour dans la course au meilleur film de l'année. C'est toutefois la première année que les films sont présentés en salle dans 20 lieux de projection partout au Québec. Lors des autres éditions, ils étaient seulement disponibles en ligne sur demande. Antoine Frenette est directeur adjoint aux activités de diffusion des initiatives nationales volet jeune public pour Québec Cinéma. On voulait redynamiser un peu ce projet-là, puis vraiment valoriser l'expérience dans les salles de cinéma qui demeure encore à ce jour le meilleur lieu pour voir les films. Donc là, on parle des 7 meilleurs films de l'année. On avait envie de les valoriser dans la salle de cinéma, ce qui est une meilleure expérience pour le public. Ce retour en salle, Clara, ça fait écho à la hausse des entrées qu'on observe actuellement dans les cinémas de la province. Oui, après que la fréquentation en salle ait chuté en 2020 avec la pandémie de COVID-19, elle remonte toujours un peu plus à chaque année. En 2023, ce sont 14,6 millions d'entrées en salle qui ont été enregistrées, une augmentation de 29 % comparativement à l'année précédente. Par contre, les chiffres ne sont pas revenus à une normale pré-pandémique. En 2019, c'était 18,7 millions de billets de cinéma qui avaient été vendus dans les salles québécoises. Et est-ce que la fréquentation des films québécois suit la même courbe? Oui, tout à fait. Le cinéma québécois a une année à succès et la fréquentation en salle a dépassé les résultats pré-pandémiques. C'est 12 % du public qui est venu voir un film produit dans la province dans la dernière année. Et quelles sont les salles des Basses-Laurentides qui vont nous présenter ces films-là? Alors, il y a le cinéma Saint-Eustache et le cinéma Carrefour du Nord à Saint-Jérôme. La prochaine projection aura lieu le 26 novembre. C'est le film Solo de Sophie Dupuis qui sera présenté, racontant une histoire d'amour toxique entre deux artistes drague. Ensuite, ce sera au tour du film Richelieu de Pierre-Philippe Chevigny. Le 2 décembre, Richelieu prend place dans une usine de transformation alimentaire et présente l'histoire d'une traductrice prise entre les intérêts des travailleurs étrangers et les demandes d'un patron exigeant. Et puis finalement, le 5 décembre, ce sera au tour du film 1995 de Ricardo Troggi, le 4e film de sa saga autobiographique qui suit l'aventure d'un jeune Ricardo de 24 ans participant à la course autour du monde. Les autres films en nomination ayant déjà été projetés sont Rue, Ababouiné, Simple comme Sylvain et Vampire humaniste recherche suicidaire consentant. Antoine Frenette se réjouit de la programmation de cette année. On peut l'écouter. Franchement, là, on a eu une année 2024 assez diversifiée, je trouve, en termes de cinéma. C'est une phrase qu'on entend souvent, là, mais il y en a franchement réellement pour tous les goûts. On a vraiment une belle année de cinéma. Là. Alors, si on veut voir le gala le 8 décembre, comment on s'y prend? C'est sur Nouveau que sera diffusé le gala pour une 2e année consécutive après que Radio-Canada ait abandonné la diffusion vu des codes d'écoute trop basses. Et si le public désire participer à la remise de prix, il y a le trophée Michel Côté qui sera remis cette année encore pour le coup de cœur du public. 1995, Simple comme Sylvain, Rue, Les Belles-Sœurs et Testament sont les films en nomination dans cette catégorie. Vous pouvez voter sur le site Internet de Nouveau. Merci beaucoup, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du congrès de l'APH-VAL. Oui, à plus tard, Claude.
Sainte-Thérèse annonce que pour la période hivernale, le stationnement de nuit dans les rues sera interdit du 1er décembre au 15 mars, sauf dans les rues où aucune opération de déneigement ne sera prévue. Chaque jour à 17 h, la Ville publiera sur son site Web une carte identifiant les rues ouvertes ou non au stationnement de nuit. Les citoyens concernés auront la responsabilité de s'informer afin de connaître les endroits où ils pourront se stationner. La Fondation du Cégep de Saint-Jérôme, la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme, du même que Centraide-Laurentide et la Fondation Palliavi, se sont unis pour la deuxième fois dans le cadre de la Journée nationale de la philanthropie, le 15 novembre dernier. Les 4 fondations se sont rassemblées sur le site Les Sentiers avec plus de 50 participants afin de renseigner la communauté d'affaires sur l'importance du don planifié. Cette pratique peut prendre plusieurs formes, comme un legs testamentaire ou le don d'une police d'assurance vie, de titres d'action d'un bâtiment ou d'autres biens. L'artiste mirabelloise Isabelle Gagné, également connue sous le nom de Miss Pixel, a reçu le prix du Calque Artiste de l'année lors de la soirée des Grands Prix de la culture des Laurentides, tenue le 12 novembre dernier. C'est un plaisir de l'accueillir. Isabelle Gagné, bonsoir. Bonsoir. C'est pas le premier prix que vous recevez, c'est pas la première récompense, mais je sais que celle-là vous fait extrêmement plaisir. Vous l'avez exprimé avec beaucoup d'émotion sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il a de spécial pour vous, ce prix? Mais c'est une reconnaissance, en fait, de notre pratique des dernières années. C'est une reconnaissance régionale aussi. Donc, je veux dire, c'est un prix qui est relié avec les Laurentides. Donc, chacune des régions du Québec a le prix du Calque annuellement. Puis, c'est une reconnaissance par mes pairs. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire de te faire dire, tu fais une bonne job, on apprécie ta pratique, puis oui, voilà, vous on la la célèbre. définissez comme étant atypique, votre pratique. On va tenter de définir un peu votre parcours. Vous êtes une artiste multimédia, artiste numérique. Oui. Vous avez vécu, vous, les débuts de l'Internet et tout de suite, vous avez décidé d'en faire un médium artistique. Alors, expliquez-nous ça. Comment vous avez intégré tous ces outils-là à votre travail d'artiste? Oui, en fait, moi, quand j'ai étudié au bac en arts visuels, il n'y avait pas nécessairement de poste d'ordinateur où il n'y avait pas d'accès au numérique, c'était tout nouveau. Puis j'ai une enseignante à l'UQAM qui m'avait dit, Isabelle, va au pavillon de design, ils viennent juste de le construire à côté sur Sainte-Catherine. Ils ont 2 salles d'ordinateur, tu vas t'éclater. Donc, je suis allée étudier en design aussi par la suite pour pouvoir justement aller comprendre un peu plus la patente électronique, si on peut le dire. Et puis, à ce moment-là, c'est ça, c'est que je me suis intéressée en fait à tout ce que pouvait apporter Internet comme médium d'art. Puis c'est quelque chose qu'on utilise plus ou moins. Donc, moi, je suis allée chercher soit des bots, ce qu'on appelle des trucs qui sont automatisés, soit sur Twitter, maintenant X, là, des micro-programmes automatisés qui répliquaient, en fait, mon geste artistique de façon mécanique ou robotique. Oui. Pratique atypique, donc, qui vous amène néanmoins à produire des œuvres qui sont destinées à être vues, derrière lesquelles il y a une motivation, il y a un discours. Vous avez des choses à dire. Ça concerne souvent la mémoire, l'empreinte du vivant. Parlez-moi de ces thèmes dans votre œuvre. J'ai vraiment une fascination, un grand intérêt pour tout ce qui touche le patrimoine et les archives. Si j'avais, par exemple, quelque chose à militer, c'est de dire qu'on n'a pas beaucoup accès à nos archives nationales ou locales sur l'Internet. Donc, en créant des œuvres qui vivent sur Internet, c'est que je me retrouve à basculer des archives qui souvent sont pas numérisées, qui sont pas accessibles via le web, sur le web. Donc, pour moi, c'est une forme, vraiment, une façon d'honorer ces archives-là, de les remettre accessibles aussi aux citoyens puis aux gens. Donc, c'est un peu ça aussi, ce que je fais. En 2023, vous avez produit une œuvre web qui s'appelle CYMX. Ça, c'est le nom de code de l'aéroport de Mirabel. En quelques mots, qu'est-ce que c'est cette œuvre? Justement, en fait, moi, ça fait 15 ans que j'habite Mirabel. Je suis native des Basses-Laurentides. Et souvent, je me mets à chercher sur le web diverses archives. Puis là, j'avais un intérêt sur l'histoire de l'expropriation de Mirabel. Et j'ai réalisé qu'il manquait d'informations. On n'avait pas accès à grand-chose à part Wikipédia ou tout ça. Donc, j'ai eu envie de créer une œuvre qui honore cette histoire-là pour qu'on s'en souvienne. Parce que oui, c'était quelque chose de très émotif, c'était pas quelque chose, c'était assez négatif à ce moment-là. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est important qu'on se rappelle ce qui s'est passé. Parce que moi, à Mirabel, j'habite dans une maison
sur des terres qui ont été rétrocédées. Oui. Et à un moment donné, j'ai réalisé que mes voisins ne connaissaient pas l'histoire de ces terres-là. Donc, à travers mon art, j'ai décidé de passer peut-être ce petit message-là. Vous avez une autre exposition qui s'appelle Habiter le vent, qui est en cours actuellement à Pointe-aux-Trembles. C'est jusqu'au printemps. Qu'est-ce que c'est rapidement? Oui, c'est sur les moulins à vent de l'île de Montréal. Donc là aussi, on revisite les archives de la ville de Montréal parce qu'il y a eu plusieurs moulins à vent. Puis c'est une exposition qui est affichée à l'extérieur, mais qui a aussi de la réalité augmentée. Donc on va voir tout ça s'animer. J'ai eu accès à des archives locales aussi, des gens qui étaient là il y a très, très longtemps, des belles vieilles photos, des vieux plans, tout ça. Donc tout ça fait partie de l'exposition. On pourrait continuer encore longtemps. Oui. Moi, je veux juste mentionner que vous avez une expo qui s'en vient au printemps à l'Assemblée nationale qui va porter sur le 85e anniversaire du droit de vote des femmes. Oui. Ça s'appelle À hauteur d'X. Il y a un livre d'artiste aussi qui s'appelle Mes troubles anxieux. C'est un contenu absolument fascinant. Il y a ça puis tellement d'autres choses. Moi, j'invite les gens à aller voir votre site web pour prendre connaissance là, de... On vient à peine d'effleurer là, le contenu considérable de votre œuvre. Isabelle Gagné, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci à vous. La ville de Rosemère a remporté le prix Gardien de l'eau 2024 lors de la 5e édition du Gala Flambeau du Conseil des bassins versants des Mille-Îles, tenu le 7 novembre dernier. Cet événement reconnaît les intervenants du territoire de la Couronne Nord de Montréal qui œuvrent pour la cause de l'eau et qui réalisent des actions du plan directeur de l'eau du Cobamil. Rosemère avait été couronné porteur de flambeau en 2022 pour ses efforts dans la réduction des contaminants, ce qui lui a permis de se classer pour le prix Gardien de l'eau cette année. La Ville de Sainte-Thérèse fait appel aux résidents pour sélectionner les axes routiers sur lesquels aménager des pistes cyclables et des trottoirs. Dans le cadre de son plan directeur de transport actif, la Ville a produit 2 cartes, l'une pour le réseau cyclable et l'autre pour le réseau piéton, qui compte respectivement 34 et 13 axes. Les résidents intéressés sont invités à répondre à un sondage afin d'identifier les axes routiers sur lesquels il leur apparaît plus important d'implanter des pistes cyclables ou des trottoirs. Leurs opinions seront prises en compte pour produire la version finale du plan directeur de transport actif de Sainte-Thérèse. On va discuter maintenant avec Mélanie Saint-Laurent, qui est directrice générale du Petit Théâtre du Nord, qui est comédienne aussi, qui représente le Centre de création de Boisbriand. Pourquoi vous êtes là? C'est parce qu'on va parler de la 4e édition des Veillées festives. 4e, on dirait que ça a toujours existé, cette chose-là. C'est déjà une tradition. Alors, je sais pas, moi, j'arrive d'une autre galaxie, je débarque de mon vaisseau, je tombe sur vous, puis je vous demande, c'est quoi ça, les Veillées je vous festives? dis, venez. Premièrement, venez nous voir. Les Veillées festives, c'est vrai, ça fait déjà 4 ans. En fait, c'est un mélange de soirées canadiennes qu'il y avait dans le temps pour les plus vieux. En fait, c'est un heureux mélange de chansons, de contes, de fêtes. Donc, on convie les gens à venir nous rencontrer, puis c'est vraiment la bonne franquette. On reçoit, nous les comédiens, on reçoit les gens dans le hall, on va les chercher, on les accompagne, ils viennent s'asseoir. On peut consommer de l'alcool ou breuvage non alcoolisé pendant la représentation. C'est ni plus ni moins un gros party de Noël avec des gens, puis on les convie dans le fond à revoir notre appartenance au territoire. Parce qu'en fait, on va puiser dans des sujets qui viennent du territoire. C'est ça, terroir. vous avez une thématique différente à chaque année. Alors, quelle est-elle cette année? Cette année, c'est Naviguer l'incroyable. Alors, ça donne un petit indice où on parle de l'eau, les cours d'eau, les rivières, et surtout notre rapport à ces fameux cours d'eau qu'on a un peu oubliés. On les emprunte de temps en temps c'est l'été plutôt, mais on les connaît pas. Puis la manière qu'on fonctionne, c'est quand on approche les auteurs pour écrire, parce que c'est des auteurs professionnels qui écrivent chacun un conte. Donc, on se retrouve avec 4 contes. Vous leur proposez un sujet ou ils On leur propose un sujet. On leur dit, vous avez un conte à écrire. Le thème cette année, c'est l'eau, les rivières, tout ça. Et moi, je fais la recherche en amont. Puis, ça me passionne. Je trouve ça intéressant. Donc, je fais de la recherche. Puis, une des choses qui m'a sauté aux yeux quand j'ai fait cette recherche-là, c'est que nos cours d'eau, on les connaît peu. On les utilise... Pas très Rivière souvent. de Mille-Îles, Rivière du Nord, le lac des Deux-Montagnes. C'est ça. Là, j'ai découvert qu'il y avait plein de petits ruisseaux à Boisbriand, on les croise de temps en temps parce qu'il faut faire un petit... on croise un petit pont, mais on se questionne moins là-dessus.
Et à l'époque, ben ça a longtemps été des routes. Ça a été emprunté pour la colonisation, pour que les villages puissent s'épanouir. Notre rapport à l'eau est vraiment très, très important, mais tout d'un coup, à un moment donné, on a tourné nos maisons d'eau aux rivières, puis c'est ça, c'est donc, ce rapport-là. beaucoup de matière pour les auteurs là-dedans. Qui sont-ils, justement, les auteurs? Alors, j'essaie de pas en oublier. Emmanuel Géminez. Ensuite de ça, on a Thomas Dufour, Camille Giguère-Côté, et puis, qui est-ce que j'ai oublié? Jean-Guy Legault. Oui, Jean-Guy Legault. Oui. Et c'est mis en scène par Frédéric Blanchette, qui n'en est pas à une première avec le Petit Théâtre du Nord. Non, c'est ça, puis qui a aussi des belles qualités de musicien, et parce qu'il y a ça aussi à travers toute la soirée. On est accompagné par Benoît Archambault, le beau grand roux de Mes Aïeux. Alors, qui est un directeur musical qui chante bien et que vous faites jouer là, depuis l'année passée. Est-ce qu'il va jouer encore cette année, lui? À son grand dame. Non, mais on a vraiment du plaisir parce que la musique nous accompagne à travers les contes, puis il y a de la chanson. Oui. Alors, il y a plein de moments. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a même un quiz. Alors, oui, c'est possible de participer. Puis, je le dis parce que c'est vraiment pour, tu sais, ados. On a une promo ados, justement. C'est vraiment pour les ados, pour les adultes un peu plus vieux ou les gens qui connaissent moins certains sujets. Je me rappelle d'une année où on avait parlé des fameux postes de payage, là, quand on a parlé des routes, puis il y avait des gens, des jeunes. Moi, je suis assez vieux pour les avoir connus et avoir assisté à leur démantèlement. Oui, c'est ça. Dans les autres interprètes, il y a Mélanie Saint-Laurent, évidemment. Il y a Luc Bourgeois et Flavie Bourgeois. Oui. Ça, c'est père-fille. C'est la première fois que le duo père-fille... je me suis informé quand même. C'est la première fois qu'ils vont jouer ensemble, Flavie. Oui, c'est la première fois. C'est formidable. Oui, c'est la première fois. Flavie, donc, a étudié ici à Sainte-Thérèse et a gradué. Puis, c'est un plaisir quand même de partager la scène avec Flavie. Oui. Et ce duo-là, père-fille, en fait, on l'évacue pas, là, on l'utilise parce que ça fait un peu aussi partie du concept. Là. Ben voilà. Alors, c'est dit dès le départ. Et tout ça va se dérouler dans un décor, une scéno de Lauriane Gagnon qui évoque la rivière des Mélisses. Oui. Je l'ai vu en photo, c'est absolument formidable. Oui. Je rappelle que les veillées festives, c'est du 28 novembre au 14 décembre, seulement 10 représentations. Ça passe vite. Vous devez être fatigué. Une soirée qui fait du bien. Mélanie Saint-Laurent, merci d'avoir été là. Merci. La Fondation Femina vient de lancer la 9e édition de sa collecte de cadeaux de Noël pour elle. L'organisme fait encore appel à votre générosité afin d'offrir douceur et magie aux femmes victimes de violences conjugales qui passeront le temps des fêtes dans une maison d'hébergement en compagnie de leurs enfants. Pour en parler, je reçois Linda Petrosa, qui est présidente et fondatrice de la Fondation Femina. Madame Petrosa, bonsoir. Bonsoir. C'est c'est la 9e édition, mais je pense que ça serait pas superflu là, de rappeler aux gens de quoi il s'agit. Alors, présentez-nous rapidement votre fondation et parlez-nous en quelques mots de cette activité là, qui est très importante que vous tenez en ce moment. D'accord. Donc, la Fondation Femina a vu le jour en 2016. On est devenu œuvre de bienfaisance dans la dernière année. Et nous, notre mission, c'est vraiment d'apporter de l'aide aux maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales à travers la province de Québec. Donc, c'est vraiment notre mission à nous, c'est de fournir les ressources nécessaires, que ce soit de marchandises, de biens ou d'argent aux maisons pour qu'elles puissent, en retour, aider le plus de femmes possible. Vous êtes actuellement en plein cœur de cette campagne-là. L'année dernière, vous avez pu remettre 9 500 cadeaux que vous avez déposés dans 105 maisons d'hébergement. Alors, quel est votre objectif pour cette année? C'est vraiment au moins d'avoir le même résultat, en fait, 9 500, mais c'est sûr et certain qu'on veut absolument distribuer nos cadeaux pendant le temps des fêtes à toutes les maisons qu'on a desservies l'année passée. Et idéalement, peut-être le dépasser, cet objectif-là, j'imagine. En fait, l'année passée, c'était presque toutes les maisons. Même, oui. Mais au moins, on souhaite pouvoir distribuer autant de cadeaux à autant de maisons. Madame Petrosa, on peut très bien là, s'imaginer la détresse là, qui est vécue par ces femmes-là, leurs enfants, durant cette période bien particulière du temps des fêtes. Après toutes ces années, là, ça fait 9 ans que vous le faites, quels sont les témoignages que vous recevez qui vous confirment que les efforts et les énergies que vous investissez dans ce projet-là en valent vraiment le coup? Une excellente question. Puis je vous dis, on est toujours pas surprise, mais c'est très gratifiant de recevoir les lettres, les courriels des maisons après avoir reçu les cadeaux, non seulement au niveau de la quantité des cadeaux ou la qualité des cadeaux, mais quand elles nous donnent les témoignages des femmes qui reçoivent ces cadeaux-là,
ça nous confirme vraiment qu'on peut pas arrêter. En fait, il y a des femmes qui vont rester dans la maison d'hébergement à travers le temps des fêtes parce que justement, on est capable d'offrir un peu de magie pendant le temps des fêtes parce que on le sait fort bien que pendant cette période de l'année, la violence elle est présente dans les couples ou peut devenir présente. C'est un moment propice pour ça. Mais aussi, étant donné qu'on livre des cadeaux pour les enfants, parfois les mamans qui n'ont pas la tête à aller acheter des cadeaux pour leurs propres enfants sont en mesure d'offrir, grâce à nous, un cadeau à leurs propres enfants en leur nom. Donc, on aide beaucoup au niveau de l'estime de soi, la reprise de pouvoir sur leur vie. C'est vraiment un impact direct sur les maisons qui peuvent pas, elles, aller faire l'achat de cadeaux pour les femmes et les enfants. Et c'est un impact vraiment direct sur les femmes et les enfants qui sont là pendant le temps des fêtes. Donc, le message à toutes les années, c'est qu'on peut pas laisser tomber cette activité-là. Il faut la continuer. Absolument. Il y a différentes façons de contribuer à cette campagne-là qui s'adresse notamment aux entreprises, mais aussi au grand public. Absolument. Je vous laisse nous expliquer là, comment on peut vous aider. Absolument. Donc, chaque dollar remis à la Fondation en don pendant le mois de novembre est dépensé par nos bénévoles pour faire l'achat de cadeaux neufs destinés aux femmes et aux enfants. Les gens de la communauté, les entreprises peuvent aussi faire don de marchandises et de cadeaux neufs toujours qu'on peut remettre aux femmes et aux enfants. On aime aussi pendant le temps des fêtes faire des boîtes de dons, que ce soit de la bouffe sèche ou quoi que ce soit pour les maisons, pour les aider aussi à amener encore plus de magie dans la maison d'hébergement auprès des femmes qui vont y résider pendant le temps des fêtes. Donc, on fait appel à la communauté et aux entreprises, comme vous avez dit, pour les dons en argent qu'on peut faire en ligne et aussi pour des cadeaux aussi qu'on peut remettre aux femmes et aux enfants. Et vous offrez aussi des espaces de visibilité là, aux entreprises. Absolument. On a des plans de partenariat à ce moment-là avec de la visibilité qui est donnée en retour. Bien, en terminant, je rappelle que la campagne de Noël pour elle a permis depuis ses débuts la distribution de plus de 20 000 cadeaux, la récolte de 120 000 $ en dons monétaires. J'invite les gens à visiter votre site Web pour vous aider encore une fois à accomplir votre mission. Linda Petroza, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci à vous. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. L'Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides a tenu son premier congrès annuel. Ça se passait à Sainte-Thérèse et vous étiez sur place. Oui, Claude, c'est l'occasion de discuter des enjeux touchant les personnes ayant des limitations visuelles dans la région. Alors, je vous présente ce soir notre reportage à ce sujet. Aujourd'hui, on se trouve au Centre culturel et communautaire de Sainte-Thérèse de Blainville pour le premier congrès qui n'a jamais existé dans les Laurentides sur la limitation visuelle. On a une salle vraiment énorme d'exposants, de 6 000 pieds carrés, une 25 exposants. Et on a des gens de partout, dans les Laurentides qui sont venus, Mont-Laurier, Mont-Tremblant, La Chute, les Basses-Laurentides. On a plus de 200 participants aujourd'hui. C'est quoi le but d'un congrès? C'est de rassembler des gens, c'est de leur permettre d'échanger, de s'informer, de socialiser, de briser l'isolement. Et un congrès de grande envergure, bien, à chaque année, on va en avoir un. Donc, cette année, c'est dans les Basses-Laurentides, mais l'année prochaine, on va aller en région, on va revenir dans les Basses-Laurentides. Donc, aux 2 ans, on va venir ici, mais après ça, on va aller choisir une région en particulier. On travaille pour une clientèle qui a besoin de s'informer, qui a besoin de socialiser et d'échanger. Et la bonne nouvelle là-dessus, c'est qu'on a des bons donateurs. La Fondation Mirella Lino Saputo, Centraide Laurentide. On est maintenant reconnu comme organisme communautaire par le CIS des Laurentides. Alors, depuis cette année, on a une subvention récurrente qui va rentrer à tous les années, ce qui garantit le succès et la continuité de l'association. Et c'est pour cela qu'on a commencé en cette 3e année à faire de l'étalonnement. C'est qu'on commence à avoir des groupes un peu partout. Comme je parlais, Mont-Laurier, Mont-Tremblant, Sainte-Agathe, La Chute et les Basses-Laurentides. Et on est rendu à 300 membres et ça va en grossissant. Je vous dirais que l'année dernière, au mois d'avril, on était 40 membres, on est rendu 300. Alors, l'ascension est vertigineuse. Et le besoin est là aussi. Hein? Le besoin est là parce que la majorité de notre clientèle a 70 ans et plus, mais on a quand même des membres qui sont jeunes, des membres qui sont actifs dans notre association. Fait que c'est ça. Ils sont tous là aujourd'hui. Les ateliers qui vont être présents au congrès,
c'est un peu pour tous les besoins des gens. Donc, on a des ateliers plus aspect technique, on a plus aspect psychologique, le deuil, l'usure de compassion, l'approche aidance. Donc, on a été chercher des conférenciers dans un peu des domaines qui peuvent intéresser nos membres. Les gens ont besoin aussi de se reconnaître. Alors, quand ils sont ensemble, ça crée une symbiose entre les gens. Ça les sort de chez eux. Mais on fait aussi beaucoup de travail de défense de droits. Exemple, à Mont-Laurier, à la pandémie, ils avaient coupé les services d'ophtalmologie. Alors, les gens de Mont-Laurier ont commencé à faire pression, puis nous, en tant qu'association, on a fait les suivis autant au ministère de la Santé, la députée, et ils ont annoncé au mois de septembre que les services vont reprendre en ophtalmologie à Mont-Laurier, ce qui est important parce que les gens devaient descendre à Sainte-Agathe pour avoir leur traitement, et c'était vraiment très coûteux pour eux autres. Ils se sont sentis appuyés aussi. Hein? Donc, tout le Mont-Laurier a senti qu'il y avait une association qui apportait, qui comprenait ce qui se passait, puis fait que nous, on a fait notre petite part. Quand on m'a téléphoné pour savoir si j'étais intéressé à être porte-parole pour cette journée-là, automatiquement, j'ai dit oui parce que, la limitation visuelle, c'est quelque chose que je vis au quotidien parce que j'ai perdu un œil à l'âge de 13 ans. Alors, fait que c'est sûr que moi, j'en parle beaucoup. Moi, je fais beaucoup de blagues avec ça, avec la perte de mon œil. Puis, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions parce que suite à un accident ou suite à une maladie, ont perdu l'usage d'un œil ou des deux yeux. Fait que souvent, je me fais questionner pour ça. Puis, je me rends compte qu'on n'en parle pas assez. Alors, quand on m'a appelé pour me demander si j'étais prête, si je voulais participer, j'ai dit oui parce que si le fait que je suis connu peut amener les gens à découvrir cette journée-là pour puis après ça, pouvoir poser des questions puis apprendre des choses, bien, c'est sûr que je suis toujours disponible pour ça. Puis moi, je suis ici aussi pour apprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses que je connais pas. Puis ces journées-là, c'est important, parce qu'il y a des gens qui sont démunis, qui pensent qu'il n'y a pas de ressources pour eux. Puis ces journées-là, bien, ça leur donne cette occasion-là de dire « Ah ben oui, j'ai des ressources. Puis tu sais, je peux recommencer à avoir un quotidien qui est moins difficile avec une limitation visuelle. » Bien, souvent, une personne comme moi, il me reste à peu près moins que 10 % de vision. Je me promène pas encore avec une canne. Je suis un peu un imposteur. Mais en réalité, mon champ de vision est vraiment rétréci. J'ai à peu près comme si je regardais à travers un dissous. C'est mon champ de vision qui reste. Et les gens, il faut les sensibiliser à la cause que les personnes handicapées visuelles, même s'ils n'ont pas une canne, il y a quand même 7,4 % de la population qui a un handicap, une limitation visuelle. Si on prend dans les Laurentides, il y a 600 000 habitants, on parle de plus de 40 000 personnes. Alors, on a vraiment besoin d'une association pour les aider, surtout les arrimer, les orienter vers les services qui ont le droit et les aider dans leur démarche. Alors, ils ont besoin de soutien et c'est pour ça aussi qu'à tous les ans, on fait des activités pour la Semaine de la Canne Blanche. Cette année, c'est toujours la première semaine de février. Alors, stay tuned, comme on dit. C'est à suivre. Ouais, c'est ça. Le 22 mars prochain, à Saint-Janvier, suivez-nous. On va pouvoir vous annoncer là, que 250 places pour faire un souper de grande envergure dans le noir de l'association. Merci beaucoup, Clara. On se revoit mardi prochain. Au revoir, Claude. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Les Aînés déniaisés suit à l'instant. Je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.